quand on change les outils de mesure. C'est-à-dire que quand on a commencé, la France, on le sait, il y avait un retard considérable à la mise en place des tests. Donc on sous-estimait la fréquence et on surestimait la gravité, puisqu'on testait que les gens qui ne pouvaient plus respirer dans certaines zones, pas ici. Ici, on a des données qui sont plus fiables parce qu'on a tout de suite testé beaucoup. Et d'ailleurs, au début, on se faisait faire les gros yeux parce qu'on ne testait pas assez. Et maintenant, on nous dit qu'il faut que vous testiez encore plus. Et je sais pas, à la fin, on va quand même avoir une limite à ce qu'on est capable de tester. Il y a eu des centaines, il y a encore. Plus vous testez, plus vous trouvez de cas. Mais dans les cas qu'on trouve, on est en train de regarder, les cas, ce qu'on trouve maintenant et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. D'accord ? C'est-à-dire, ce que l'on trouve maintenant, c'est des formes très bénignes. Là, je viens de discuter avec une de nos collaboratrices qui travaille sur les données de coagulation, qui trouve qu'il n'y a plus du tout de troubles de coagulation chez les gens qui rentrent maintenant. La proportion des gens qui est hospitalisée est beaucoup plus faible. On n'a eu aucun mort sur 1000 personnes. Il y a eu un mort, mais qui est vraiment... Enfin, le Covid a joué un rôle extrêmement mineur dans sa fin de vie. Mais les épidémies disparaissent toujours. Hein. Donc les épidémies de peste du Moyen-Âge, ça s'arrêtait aussi. Vous voyez, donc il y a les épidémies de variole, c'est très bien décrit, hein, les épidémies de variole au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. Il y avait des épidémies de variole, puis ça s'arrêtait. Il y a les épidémies de rougeole, puis ça s'arrêtait. Donc comment ça s'arrête et pourquoi ça s'arrête ? Encore une fois, on a toujours spéculé que c'était le taux de protection, d'immunité de la population, mais ça n'a jamais été démontré, c'est pas clair. Donc là, vous n'êtes pas... Cette maladie-là n'est pas plus mortelle que les autres. C'est les maladies virales respiratoires qui arrivent jusqu'à l'hôpital. Leur mortalité est de 0 à 1%. Là, on est très très loin de 1%. On est beaucoup plus bas que ça. Donc, c'est... Moi, je crois qu'il va falloir se mettre à l'idée que c'est rentré dans le paysage. Ça disparaîtra ou ça disparaîtra pas. Mais encore une fois, la prévision de ça, il faut voir les astrologues pour ça. Mais globalement, moi, je ne sais pas pourquoi il y a des années où il y a de la grippe A, des années où il n'y en a pas, des années où il y a de la grippe B, des années où il n'y en a pas. Pourtant, Dieu sait que la grippe, on la connaît, on l'a surveille. Pourquoi il y a des années où il y a 0 grippe A ou 0 grippe B, puis l'année d'après, il y en a plein? C'est incompréhensible. En 2017, la grippe a tué plus que le Covid a tué cette année. Enfin, il y a comme ça des maladies virales qui circulent, qu'on comprend mal, et qui font partie de l'histoire de notre interaction avec notre environnement. C'est comme ça. La chose qui est démontrée scientifiquement, c'est que le masque protège les gens dans le domaine du soin. Voilà. C'est-à-dire quand vous soignez quelqu'un, bien entendu, vous avez des contacts très proches. Quand vous auscultez quelqu'un, que vous mettez votre stéthoscope sur la poitrine de quelqu'un et vous souffle dessus. Là, moi, il y a un travail que j'ai révisé récemment où les gens regardaient quand on fait une trachéotomie, le risque de transmission autour d'une trachéotomie qui est assez important. Hein. Donc il faut là soit toute la pièce qui soit protégée. Ça, c'est assez clair. Pour le reste, rien n'est clair, rien n'a été démontré sur le plan de la transmission virale. Après, ce dont j'ai peur, c'est de la peur. Donc la peur fait des comportements extraordinairement dangereux. C'est pour ça que j'ai parlé de la débandade de 1940, hein, où il y a eu plus de morts à cause de la peur de la défaite que de la guerre, quand même. Hein. Et donc, si les masques peuvent rassurer, c'est une chose, mais je suis inquiet qu'on fasse une fixation trop importante dessus, parce que maintenant, c'est les gens qui veulent vouloir faire la loi. Vous savez, il y a toujours un dictateur rentré dans beaucoup de gens, hein, qui voudrait imposer. Moi, j'ai vu ça, j'étais sidéré, le marché, quelqu'un qui engueulait tout le monde, n'avait pas de masque. Il risque d'y avoir des tensions, des bagarres, tout ça. Donc, moi, j'aurais préféré qu'on reste à un niveau de recommandation plus que d'obligation, parce que j'ai peur que ça devienne encore quelque chose de clivant, de conflictuel et de dangereux. Et donc, je trouve qu'on a une société d'une immense fragilité qui surréagit à la moindre peur sans que ce soit justifié dans 90% des cas. Ici, honnêtement, il n'y a pas plus de morts cette année que ce qu'il y en a eu en 2017, en 2018, 2019 et moins qu'en 2017. Donc, c'est quand même pas la peine de mettre le feu au vieux port. Vous voyez, donc il faut se calmer. Il faut faire des recommandations de bon sens, je crois, hein, mais je redoute, dans une société qui est aussi fragile et aussi nerveuse, si vous voulez, toutes les mesures qui augmentent cette tension qui n'est pas justifiée
par les nombres. C'est justifié. Ce qui se passe, et l'analyse que l'on fait, et qui est peut-être, je sais que je fais peut-être de la peine à mes amis qui vivent en Île-de-France ou qui vivent à Paris, c'est que plus on s'affole, moins on soigne bien les gens. C'est ça ce qui s'est passé. C'est la désorganisation liée à l'affolement. Et que donc, on n'organise pas de lutte en ayant peur. Ça ne se fait pas. Il faut enlever ceux qui ont peur, il faut mettre les gens qui ont du courage. Si on se passe 20 fois par jour les mains avec quelques gouttes d'alcool, le risque de transmission est extrêmement faible. Vous allez comprendre qu'en réalité, ce n'est pas possible que ça passe par voie respiratoire. Ça passe par les mains. C'est par les mains ou éventuellement par les vêtements, si les gens s'essuient sur la manche, qui est encore pas très coquet. Mais c'est par les mains que ça passe. Si on observe, si on accepte de sortir d'une fausse science qui a 50 ans, on a montré des grosses images de gens qui ils éternuent, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe par les mains. Et il suffit d'une demi-heure d'observation à chacun d'entre nous pour voir qu'il n'est pas possible que ça passe par autre chose que par les mains, et ensuite sur les objets inanimés. Je redoute, chez les hygiénistes, je redoute le goût du pouvoir de contrôler les autres. C'est un pouvoir, si vous voulez. Je redoute ça. Ceux que je connais ont un fond dictatorial assez prononcé. Donc je redoute ça. Voilà, je redoute ça. Et on voit émerger ça, c'est pas très joli. On voit émerger ça, là, quand je vous dis, sur les masques, on voit des gens dont on voit que la nature, c'est d'essayer d'imposer les gens. Je ne veux pas imaginer ce qu'ils faisaient pendant la guerre, vous voyez, d'aller courir de l'un à l'autre, vous n'avez pas mis le masque. Effectivement, je crois que c'est vous qui me disiez ça, on a arrêté un train parce que quelqu'un n'avait pas mis le TGV son masque. Paris-Nice a été arrêté parce qu'un passager n'avait pas le masque. Ouais. Et donc, si vous voulez, ça réveille des choses que je n'aime pas. Mais j'ai des données quand même. Comparer les gens qui avaient été confinés à ceux qui n'ont pas été confinés pour voir si ceux qui étaient confinés étaient moins positifs que ceux qui n'étaient pas confinés. Et c'est l'inverse qu'on voit. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui sont restés confinés étaient plus contaminés que ceux qui sont allés travailler. Oui, c'est que si vous mettez quelqu'un qui est contagieux sans le savoir, en plus sans l'avoir testé, au milieu d'une famille de gens qui n'ont pas été encore infectés, c'est les bateaux, c'est ce qui s'est passé, ça marche très bien. Hein, donc l'histoire de la quarantaine, si vous voulez, on sait depuis tout temps que ça ne marche pas. Quand même. Donc, mais est-ce que ça a au moins servi pour ne pas engorger les hôpitaux, le confinement? C'était le but quand même. Oui, écoutez, je trouve, si tout ça, les questions que vous posez ne sont pas inintéressantes, mais elles sont datées. Vous voyez, là, les hôpitaux ont un problème financier terrible, c'est qu'ils ont été vides, les hôpitaux. C'est ça le problème. Alors d'abord, les hôpitaux ont été vides. Ensuite, on a... moi, je sais à Marseille. En dehors des salles de réa, donc. Hein. Ou en dehors des salles de réa. Ils ont été vides. À la fin, on a... Et puis, je ne sais pas quelles vont être les conséquences de ça. Il y a des opérations qui ont été retardées, qui n'ont pas été faites. On va voir, il y a des cancers qui n'ont pas été détectés quand même. Tout ça a arrêté le flux normal, y compris de la prévention, de la thérapeutique. Et d'autre part, il y a eu des zones dans lesquelles, si vous voulez, cette bivalence privée-publique a posé des problèmes. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas servi du privé parce que c'est le public qui organisait tout. Et donc, au moment où il y avait des problèmes de réa considérables, dans l'Est, ça, je le sais parce que je connais des gens qui sont là-bas, hein, on n'a pas utilisé à un moment les réanimations privées et les réanimations publiques étaient pleines. Donc, si vous voulez, moi, je trouve, mais j'espère qu'on y verra clair, que ce pays a eu un problème d'organisation très sérieux et que les endroits dans lesquels ça a le moins bien marché, c'est les endroits qui ont été les moins bien organisés, dont devant un certain nombre de médecins, quand ils n'arrivent pas à étiqueter, les choses finissent par être dans le déni, par dire ça n'existe pas. Mais un malade qui consulte 5 médecins de suite, il est malade. On ne peut pas lui dire qu'il n'est pas malade. Il devient fou si on lui dit qu'il n'est pas malade. S'il vous consulte, c'est qu'il est malade. C'est lui qui définit s'il est malade, ce n'est pas vous. Mais ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas ce qu'il a qu'il n'est pas malade. C'est que vous êtes ignorant de ce qu'il a. Nous sommes suggestionnables. C'est-à-dire que moi, je peux vous rendre malade et je peux vous faire du bien. Avec rien. D'accord ? Tout le monde sait ça. C'est pour ça qu'il y a des guérisseurs, c'est pour ça qu'il y a des... Donc, chez nous, on appelle ça l'effet placebo ou l'effet nocebo. Et on sait très bien, moi, je sais très bien faire les ponctions lombaires et vous aurez pas mal. Et j'ai des collègues qui arrivent qui ont tellement peur eux-mêmes de faire la ponction lombaire que vous aurez mal pendant une semaine. Tout le monde sait ça. C'est l'effet nocebo, maintenant, on en connaît tous les circuits cérébraux, on sait par où ça passe, comment on peut le corriger. L'effet placebo aussi. L'effet placebo, c'est un effet qui est proche
comme localisation des benzodiazépines, vous voyez, donc des médicaments anxiolytiques, etc. Ça se localise au même moment, c'est au même endroit. Donc vous avez toutes ces choses qui apparaissaient magiques, qui ont été dans le déni du scientisme. Vous savez, on a vécu une époque un peu bête avec le scientisme, qui a fini par nier tout ce qu'il ne comprenait pas, ce qui est une bêtise. C'est une attitude profondément anti-scientifique. D'accord. Non, pour le Covid, on a 20% de faux positifs. On a 1 sur 5 qui est un faux positif. Ouais. C'est quand même assez important. Comme chez... Ça veut dire qu'il faut les vérifier. Aussi, je pense qu'il faut un peu rassurer la population, parce que les gens voudraient se faire... On ne va pas pouvoir tester 65 millions de gens une fois par semaine. On ne peut pas le faire. Il faut se calmer. Hein. Donc il faut revenir. Ce n'est pas pire que la grippe. Il ne faut pas s'affoler. Si on n'a pas de signe, il ne va rien vous arriver. Les jeunes... je ne sais pas ce qu'il faut faire pour tuer les jeunes. Enfin, il faut faire vraiment un truc exceptionnel. Donc il faut se calmer, il ne faut pas se disputer parce qu'il y en a un qui n'a pas de masque, il ne faut pas commencer à se battre parce que on va bientôt avoir des meurtres. Parce que les gens il faut se calmer, faut se calmer. C'est une maladie virale comme une autre actuellement. En plus, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez de plus? Nous, les 1000 derniers cas, aujourd'hui on a encore un peu plus qu'hier, donc on a 1100, donc 1000 premiers cas. Écoutez, il n'y a pas un mort inattendu là-dedans, quoi. Et nous, encore une fois, à Marseille, il n'y a pas plus de morts cette année que là. Donc si on fait les choses correctement, il n'y a pas de drame, il ne se passe pas, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'ancien qui disparaîtra, ça va. Donc, un médicament que 2 milliards de personnes ont pris, brutalement tué entre 10 et 30% des gens. Mais comment on peut croire une chose comme ça? On peut simplement croire ça. Et l'hydroxychloroquine, tout le monde s'en fichait, c'était presque sans ordonnance il y a 1 an. Et donc, on passe de sans ordonnance, vous n'avez plus le droit de prescrire de tout, il ne s'est rien passé entre les deux. Vous croyez ça, mais c'est parce que vous croyez au conte de fées, mais moi, j'y crois plus depuis longtemps, je regrette d'ailleurs. Je raconte à mes petits-enfants, mais j'y crois pas, vous voyez. Vous avez demandé au patron de l'agence du médicament de suspendre cette interdiction de l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Vous avez eu une réponse? Oui, il m'a dit qu'il réfléchissait, c'est bien. D'accord. On perd du temps? On perd du temps, selon vous? Écoutez, je ne veux pas, si j'avais voulu faire la politique, j'en aurais fait. Je ne fais pas de politique. Donc ce que je fais ce que je dois, et je veux pouvoir dormir le soir en me disant que j'ai fait ce que je devais. Voilà, je fais ce que je dois. J'espère qu'ils dorment aussi. Et j'essaie d'être lucide en même temps. Donc on peut toujours dormir en manquant de lucidité. Moi, je cultive la lucidité et l'estime de moi. Je veux pouvoir dormir en ayant le sentiment d'avoir fait ce que je dois. Et le sentiment de l'estime de moi est plus important que toute forme de peur. Et donc je fais ce que je dois. Or, réellement, si vous voulez, si la maladie reste calée maintenant, je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, quoi. Enfin, honnêtement. Hein. Moi, je me souviens, je me suis disputé avec un confrère qui essayait de me donner des leçons de médecine. Si vous voulez. Ce qui m'irrite beaucoup, c'est que vous ne pouvez pas, si vous voulez, le monde n'est pas divisé en deux. Il n'y a que les... Je m'excuse, je pense que c'est une dérive. Il n'y a que les imbéciles qui pensent que c'est divisé en deux. Il n'y a pas un monde des pro-vaccins et des mondes des anti-vaccins. C'est pas vrai. J'interdis à qui que ce soit de me dire que je suis un pro ou un anti-vaccin. Enfin, c'est des trucs d'imbéciles. La vie n'est pas comme ça. C'est comme dire on est pour ou contre le vin, puis on ne peut pas être pour et contre le vin. Moi, je suis contre le fait que les gens boivent 10 de vin par jour, parce que vraiment, c'est pas bon pour eux, ça on est sûr. Si les gens boivent un verre de vin par jour, on ne va pas les empoisonner, les empêcher de vivre. Enfin, ma pratique à moi, c'est essayons d'être un peu pragmatiques. On s'occupe des gens, on les détecte, on les traite, d'accord. Je me méfie terriblement de... Vous savez, la FDA a écrit l'agence du médicament américaine. Nous ne validerons un vaccin que s'il n'y a pas de traitement qui marche. D'accord? Donc, ce qui explique quand même en partie aussi la guerre contre l'hydroxychloroquine, parce qu'il faudra bien il y en a quelques-uns, il y a quelques malins là qui commencent à faire l'investigation. Comment expliquer cette guerre complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine? Comment est-ce qu'on peut même défendre l'idée qu'un médicament qui a été pris par 2 milliards de personnes est devenu, en 2020, toxique?
comment on peut défendre simplement cette idée. Comment ça a pu être défendu dans les plus grands journaux médicaux du monde. Les gens voient pour Trump, on dit Trump est pour l'hydroxychloroquine. En compte, moi je pense que Trump il est au moins autant pour Gilead que pour l'hydroxychloroquine parce qu'il aura besoin du peuple, mais il aura besoin d'argent aussi, et que l'argent, c'est pas le peuple qui va lui donner, à mon avis. Donc, si vous voulez, moi je crois que l'histoire sera impitoyable pour la dérive scientifique que nous avons. Elle sera impitoyable. Ce qui s'est passé là est vraiment sidérant. Un scandale ? C'est un énorme scandale. Vous vous rendez compte, je ne sais même pas d'ailleurs, probablement parce que la plupart des gens ne sont pas lucides vous vous rendez compte de publier un truc de guignol que n'importe qui est capable. Vous savez, nous, quand on écrit un truc pro-hydroxychloroquine, on a 7 à 8 reviewers qui nous dépiotent tellement le sujet est chaud. Quand ils ont passé des trucs dans lesquels, je vous assure, moi, mes étudiants pouvaient dire que ces papiers étaient faux. Hein. Comment ce truc peut passer dans les 2 journaux qui avaient la plus grande influence ? Mais c'est en même temps qu'il y a, comme vous, les médias traditionnels commençaient à être débordés complètement par les médias indépendants, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Les journaux scientifiques, c'est pareil, ils sont en train d'être complètement débordés et leur fiabilité va disparaître. Vous avez vu, Facebook a censuré des articles ou des reports sur la chloroquine. Donc on est rentré dans une espèce de conflit politique de censure, ce qui est une chose inouïe pour les années, ce que je peux juger des années récentes. C'est arrivé avant. Hein. Je peux vous dire que l'évolution, ce pauvre Lamarck, quand il a voulu faire l'évolution, ils l'ont pas tué, je ne sais pas pourquoi. Enfin, Cuvier, qui était pourtant un grand scientifique, hein, l'Académie des sciences fallait le tuer quand même. Hein. Et donc il a dû fermer sa gueule, on lui a interdit de parler, et puis il n'a plus parlé jusqu'à sa mort. Ouais. En tout cas, vous aussi, vous avez l'occasion de parler, et tant mieux. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps aujourd'hui depuis l'IHU de Marseille. Merci, professeur Raoult, pour cet entretien. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne, et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes.